Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Le procès pour viol présumé opposant Adji Sarr à Ousmane Sonko, renvoyé au 23 mai prochain en audience spéciale. Le juge a ordonné le renvoi pour des questions de procédure. Le leader du PASTEF ne s'est pas présenté ce matin au tribunal. Ses avocats posent comme condition de la présence de leur client plus de sécurité. Ce 16 mai 2023 est célébrée la journée internationale du vivre ensemble en paix. La journée promeut la paix, la tolérance et la solidarité entre les humains. Au Sénégal, à Pays de la Teranga, la tradition du vivre ensemble est menacée par les tensions socio-politiques, une tradition à laquelle tiennent des citoyens qui se sont exprimés dans ce journal. Et dans la rubrique Réussir au Sénégal, ce mardi, nos équipes sont allées à la rencontre d'une spécialiste des foulards africains. Maguette Sao confectionne et commercialise des foulards, un savoir-faire que lui a transmis sa maman et qui est devenu son gagne-pain. Le reportage à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Le procès entre Adji Sarr et Ousmane Sonko renvoyé au 23 mai prochain pour des questions de procédure. Le maire de Ziguinchor ne s'est pas présenté au tribunal ce matin. Ses avocats exigent plus de sécurité. Le procès est renvoyé en audience spéciale. Les explications à Damadou Bari. Il n'aura pas fallu longtemps au juge Apolline Ndiaye pour renvoyer d'office le procès en huitaine. Une décision diversement interprétée par les avocats des protagonistes. La première robe noire à réagir face au juge de Maître Moussa Sarr, un des avocats de Ndeye Khady Ndiaye, propriétaire du salon de massage où auraient eu lieu les faits présumés. Il a demandé le renvoi dans un mois, voire un mois et demi, afin de prendre connaissance du dossier. Ce à quoi Maître El Hadji Diouf, un des avocats de Adji Sarr, a opposé un niet catégorique, dénonçant un dilatoire. Argument repris au sortir de l'audience, où il a dénoncé l'absence du principal accusé. Nous sommes venus pour plaider. Nous n'avons absolument rien à reprocher. Que la partie civile est prête. Adji Sarr, comme vous l'avez vu aujourd'hui, est prête à en découdre avec Ousmane Sonko devant la chambre criminelle. Justifiant l'absence de son client qui s'est fait représenter par son pool d'avocats, Maître Camara a indiqué que l'opposant n'aurait pas reçu une convocation. La loi dit que s'il reçoit une convocation, une citation, il doit venir la veille voir le greffier en chef pour dire je suis là et que je serai présent à l'audience demain. Donc aujourd'hui, on considère que le dossier n'est pas en état en ce qui le concerne. Le juge n'a pas statué sur ce volet. Le délai d'une semaine est jugé très court pour s'imprégner du dossier. À la question de savoir si son client sera cette fois-ci présent mardi prochain, voici ce que répond Maître Camara. Tout dépendra de ce qu'il recevra. S'il reçoit sa convocation, nous, avocats, nous lui conseillons de venir. Mais il décidera. Parce que Ousmane Sonko, vous l'avez entendu, il a fait une conférence de presse, il a dit pourquoi il y a la désobéissance civique. Parce que tout simplement, ses droits ne sont pas respectés. Voilà une personne qui n'est pas libre de bouger quand il y a un procès. D'autres conditions posées selon la défense de M. Sonko, c'est l'assurance de la sécurité de son client pour déférer devant la chambre criminelle de Dakar. Une affaire qui dure depuis 2021 et qui pèse sur l'économie sénégalaise. Presque toutes les activités sont au ralenti et selon l'économiste Seydina Oumar Sey, les conséquences économiques de ce procès sont énormes et la croissance risque d'en pâtir. Ces explications au téléphone de Papa Lunsar. Cette crise politico-juridique a des incidences négatives sur l'activité économique. Donc il y a des impacts non négligeables en termes de points de croissance, mais tout simplement en termes de perception, surtout côté incertitude. Et si vous avez en fait lu ou bien si vous avez regardé tout simplement les directives du Fonds monétaire international par rapport à tout simplement l'accompagnement des partenaires techniques et financiers pour des montants de 1000 milliards 150 millions et quelques, mais
assujettis tout simplement et fonction de la stabilité, la paix sociale. Donc en filigrane, c'est la diplomatie financière qui part, c'est-à-dire c'est juste nous dire tout simplement ces montants, le cadrage macroéconomique et tout cela, les résultats projetés attendus, en fait, on ne saurait les atteindre ou avoir que lorsque, par exemple, on a pu avoir cette paix sociale, cette quiétude. Par exemple, il faudra trouver cela sous l'angle politique. Mais je ne sais pas moi quelle baguette magique nous pourrons utiliser à ce que tout simplement le Sénégal ne sombre pas tout simplement dans la violence. Et au-delà des conséquences économiques, les conséquences humaines, depuis le début de cette affaire, en mars 2021, 17 personnes ont perdu la vie, 14 en 2021 et 3 en 2023. Toutes ces personnes mortes lors d'affrontements avec les forces de l'ordre sont des jeunes, une situation que déplorent des citoyens rencontrés par Fatimata Bintouba. Tout semble normal ici à Nyaritali. Chacun va à ses occupations. Après une série de manifestations, le bilan fait froid dans le dos. Le constat, la plupart des victimes sont des jeunes. Une situation que déplore Murtala Diouf. Une situation qui dégénère à chaque fois et on assiste aujourd'hui à la recrudescence de ces événements-là. À chaque fois qu'il y a manifestation, à chaque fois qu'il y a émeute, donc on constate que ce sont les jeunes qui décèdent. C'est une situation regrettable. On compte aujourd'hui sur la jeunesse pour pouvoir bâtir le Sénégal. Donc si on tue cette jeunesse-là, qui va bâtir ce Sénégal? Donc il faut, je pense, une médiation et une clémence de la part non seulement de l'opposition, mais aussi du pouvoir. Pour autant tuer, on peut défendre la démocratie sans pour autant tuer. Si on tue aujourd'hui, que ce soit une force de l'ordre ou un civil normal, donc je pense que le deuil se fera dans la population et non pas au palais. Ils sont l'avenir de demain. Les forces de l'ordre ne sont pas non plus leurs adversaires. La mort des jeunes est une perte pour tout le pays. C'est la position de Mara, qui pense que l'État doit garantir la sécurité de la population. En tant que jeune, vraiment, ça me fait mal au cœur. L'État doit garantir la sécurité, mais pas de tirer avec les populations. C'est une affaire personnelle. Je pense que l'État comme c'est une affaire personnelle, l'État ne doit pas subisser, ne doit pas montrer que, comme si que il est intéressé par cette affaire. Des jeunes prêts à en découdre. La preuve, ils sont au cœur des manifestations. Pour éviter de pareilles situations, les parents doivent retenir leurs enfants à la maison, nous dit Malik Maïga, élève en classe de seconde. Les jeunes doivent rester à la maison. Et pour éviter aussi pareille situation, les parents doivent retenir leurs enfants. Des noms de plus sur la longue liste des victimes d'affrontements au Sénégal, les populations réclament une enquête sérieuse et appellent les acteurs au calme. Les jeunes dans les manifestations et les femmes qui se mobilisent pour la paix. Le mouvement national des femmes de l'Alliance pour la République a lancé une campagne nationale dénommée Diamagan Fitna pour préserver la paix et la stabilité nationale. Les femmes de la mouvance comptent aussi organiser une tournée nationale pour sensibiliser sur ces acquis fondamentaux. Explication Ami Diouf et Chertidiane Diouf. Les femmes leaders de l'Alliance pour la République ont lancé une campagne dénommée Diamagan Fitna, une initiative qui vise à consolider la paix dans le pays. Dessali Diobien est la présidente du mouvement. Tout ce qui compte pour nous, c'est que la paix règne dans ce pays. Nous sommes à quelques mois de l'élection. C'est normal que la situation soit un peu tendue, mais tout ceci montre que nous sommes dans un pays de démocratie. Une initiative pour la paix, mais aussi une mobilisation pour barrer la route à toute personne qui s'adonne à des actes de vandalisme ou de violence. L'État du Sénégal a laissé trop faire pendant trop longtemps. Maintenant, la récréation est terminée. La récréation est terminée. Il est temps tout simplement que nous tous, citoyens du Sénégal, nous soyons rassurés par un état de droit. Aujourd'hui, nous regrettons tous ce
ce qui est en train de se passer à Ziguinchor, c'est le résultat d'un désordre organisé. C'est le résultat de personnes tapées dans l'ombre. Pour véhiculer ce message lancé aux femmes, les Diop-Dieng ne comptent pas rester seulement à Dakar. Nous allons commencer la campagne Tok Tok, aller auprès de la population des différents départements et même à la diaspora. Vous aussi, vous devrez faire de même auprès de vos familles pour faire passer le message. Le mouvement national des femmes de l'APR assure que la campagne Jamu Mogen Fitna est l'occasion pour les femmes de montrer leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité du pays. Parlant justement de paix et de stabilité, à Midjouf, ce mardi 16 mai est célébrée la journée internationale du vivre ensemble au Sénégal, pays de la Teranga. Les tensions socio-politiques menacent cette vieille tradition dans certains quartiers de Dakar. Certaines personnes évitent même les débats sur certains sujets d'actualité comme la politique avec leurs voisins pour préserver ce vivre ensemble. Reportage à Niaritali, Sabel Diagne et Moussa Dia. Ce père de famille, trouvé assis dans le jardin de Niaritali, vit en harmonie chez lui avec sa famille. Il habite au quartier Niaritali. Ce père de famille tente de dépasser les clivages politiques vu le contexte. Il y a un débat politique. Bon, il n'y a aucune animosité, on est en famille, on cohabite bien. Bon, on ne sent même pas quand tu rentres dans une maison, tu ne peux pas distinguer un pour maquis ou un pour... Donc, oui, normalement, on arrive à vivre normalement. Oui, oui. Même si c'est un débat, mais quand même un débat équitable, sincère. Une animosité. Il y a quelques divergences, mais quand même on parvient à nous retrouver. Cette mère de famille habite dans le même quartier. Elle pense que la politique ne doit pas menacer le vivre ensemble. La politique ne peut pas nous disloquer. Certains peuvent avoir des points de vue divergents, mais nous sommes des voisins. On doit voir qui que ce soit. D'abord le voisinage. Les politiques sont pareils, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Badjen, comme on l'appelle dans le quartier, a un leader politique différent de celui de ses enfants. Des visions qui s'opposent, mais cela n'a aucun impact sur la vie en famille, de même que sur la paix sociale. Une situation qu'elle vit très bien. Dans la mienne, certaines, il y a mes enfants, il y a je ne le dis pas. Et nous vivons harmonieusement. Pendant les débats, des fois, je me lève, je prends un bâton ou un pilon. C'est pour rigoler. Le monde célèbre aujourd'hui la journée du vivre ensemble, un vivre ensemble menacé par le contexte politique qui est en ébullition. Et puis l'actualité ce mardi, c'est aussi le rappel à Dieu du Khalif général de Ndiassane, Cheikh Bekay Kounta, fils aîné de Cheikh Bou Kounta, 7e Khalif général de Ndiassane. Le défunt Khalif était âgé de 94 ans. L'enterrement a eu lieu à la grande mosquée de Tivaouane en présence de nos correspondants Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. C'est à 14h que Cheikh Bekay a été inhumé. La dépouille mortelle accompagnée d'une immense foule. Les proches n'ont pas de témoigner sur le calife décrit comme un héritier accompli du fondateur de la Khadria, non sans parler du nouveau calife. Le défunt est un petit-fils de Cheikh Bou Kounta. Il est né après la disparition de son père, Cheikh Bekay, son homonyme. Venu en éclaireur, le conseil spécial du président de la République livre ce message. On va dire représenté en éclaireur avant même l'arrivée du ministre de l'Intérieur, dont c'est la responsabilité, un peu la présidence de la République. Puisque le Khalif qui vient de nous quitter, Cheikh Bekay El Bekay, avait d'excellentes relations avec le président de la République Macky Sall
J'en suis témoin, j'ai souvent été ici en rapport avec notre ami Tidjane Kounta, qui est de la famille. Nous avons eu à mener un certain nombre de missions et c'est le président de la République qui nous en avait chargé. Alors, donc aujourd'hui que cet événement touche Ndiassane, mais touche le Sénégal et même au-delà, nous ne pouvions que venir ici, communier donc avec la communauté de Ndiassane et leur apporter un premier message. Cheikh Al-Becaye a fait 5 ans sur le califat de Mambou avant de tirer sa révérence à 94 ans. Ce jour même, Cheikh Bou Sidi Mokhtar Kounta est intronisé 8e calife des Khadres. Merci Isidore Alexandre Sen. Dans le cadre de sa visite au Sénégal, le président du comité permanent de l'Assemblée nationale de la République populaire de Chine s'est rendu ce matin à Diamniadio. Zhao Leji a visité les chantiers de la deuxième phase du domaine industriel. Le président du Parlement chinois a félicité le Sénégal pour la réalisation de ce modèle qui, selon lui, doit inspirer le reste de l'Afrique. Plus de précisions avec Babacar Seck. Le président de l'Assemblée nationale de la Chine, en compagnie de son homologue sénégalais, a visité le domaine industriel de Diamniadio. Plusieurs unités industrielles ont reçu les parlementaires. Nous avons pu constater de visu que la première phase est en pleine exploitation avec ce qu'on a remarqué au niveau des entreprises qu'on a visitées. Nous avons eu à visiter d'abord l'entreprise CNH qui fait de l'exportation de tenues de sport vers les États-Unis, vers l'Angleterre et vers les autres pays. Nous avons également visité une usine qu'on appelle CN-Surgel qui fait dans la surgélation de la mangue et je pense que tout le monde a été témoin que c'est une usine fort utile. Et dans le cadre de l'import-substitution, nous avons visité cette usine qui se nomme Galion qui fait bien sûr tous les emballages, disons alimentaires qu'on importait naguère donc de Tunisie et qui se font ici aujourd'hui et qui permettent à nos industriels d'avoir l'emballage de qualité également à bon prix. La deuxième phase du domaine industriel est le fruit de la coopération sino-sénégalaise. Le chantier est achevé à 80%. La deuxième phase qui est à 80% d'achèvement, qui est quand même une réalisation de très haute facture demandée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc c'est une satisfaction du ministre du Développement industriel, mais également c'est une satisfaction bien sûr du président de l'Assemblée nationale qui a eu à montrer à son homologue qu'au Sénégal, la coopération chinoise, la coopération avec le Sénégal est en bonne marche. Le coût d'investissement de la deuxième phase du domaine industriel est de 60 milliards sur 40 hectares et sera inauguré au mois d'octobre prochain. Allons à présent à Ndingirai, c'est dans le département de Nioro. La Fédération nationale des producteurs de maïs du Sénégal a organisé ce week-end un forum national sur la filière. L'objectif de la rencontre était d'échanger avec tous les acteurs sur les difficultés du secteur. Nima Daïté, présidente de l'interprofession maïs, nous en dit plus au micro d'Adamassar et Astombay. Il y a beaucoup d'acteurs maintenant qui sont intéressés à la culture du maïs. Donc, on pousse à notre autorité de pousser ces gens à venir adhérer au niveau de l'intérêt pour qu'ils connaissent une intérêt forte. Parce que si on a une intérêt forte, ça veut dire qu'on a une filière de maïs qui est forte. Donc, il faut que l'État accompagne cette filière en mettant des moyens à leur disponibilité, mais aussi à former les producteurs. Parce que des fois, il y a des qualités, des variétés de semences là, comme par exemple les hybrides, or que les producteurs n'ont pas encore la bonne pratique agricole. Donc, ils demandent au niveau de ces semences, mais aussi il faut que l'État subventionne les semences hybrides. Ça coûte très cher, mais ça apporte beaucoup de choses. Parce qu'un hectare d'hybride, ça peut donner 4 tonnes, 5 tonnes, 6 tonnes. Mais c'est ça coûte cher, le kilo c'est 5 000. Et j'ai vu vraiment, dans le planning, j'ai vu une partie qu'on a subventionné les hybrides. Donc, on dit là-bas un grand merci au ministère de l'Agriculture et au président de la République qui a mis 100 milliards de francs pour l'agriculture. Et moi, j'ai dit qu'il fallait augmenter. C'est très bien maintenant, mais il faut augmenter parce que l'agriculture joue un rôle très important dans ce pays de Sénégal.
À l'image du guélé, le foulard nigérian, Maguette Sow ambitionne de rendre ses foulards internationaux à Niaritali, où elle est domiciliée. La jeune femme confectionne près d'une quinzaine de foulards par jour, un savoir-faire qui lui a transmis sa maman, un art devenu son gagne-pain. Aïssatou Kane et Moussa Fall sont allés à sa rencontre pour réaliser la rubrique Réussir au Sénégal. Des fils et aiguilles pour donner des foulards. À partir de différents tissus, la talentueuse femme crée de fil en aiguille des modèles en utilisant des couleurs et des motifs variés. Un savoir-faire acquis dès le jeune âge grâce à sa maman lui a transmis les bases de la confection d'un foulard. C'est ma mère qui m'a appris ce métier. Elle avait un salon depuis notre jeune âge. Quand je voyais la plupart en train de tresser ou maquiller, moi je me disais que ce n'était pas ce que je voudrais faire. J'aimerais être une femme d'affaires, c'est moi qui confectionnais des foulards. J'ai toujours aimé cela, mais j'en ai fait mon gagne-pain. Il y a 1 an, avant je le faisais gratuitement. Pourtant, avant de décider de faire de son talent et sa passion son gagne-pain, la jeune maman n'a jamais lésiné sur les moyens. Je n'ai pas chômé, je me suis toujours battue pour m'en sortir. J'ai fait du nettoyage pendant 8 ans, j'ai vendu des sandwichs, des bonbons, j'ai été également agent commercial. C'est à la suite que je me suis lancée dans ce métier. Un an que Maguette excelle dans ce domaine, une table aux HLM lui permet d'écouler ses foulards. J'ai vu des gens gagner leur vie à travers la confection de foulards et je me suis dit donc pourquoi pas moi. Je vends mes foulards au marché HLM. Je n'ai pas encore de boutique, mais j'ai une table là-bas. Chaque matin, j'y suis. Parfois, des clients achètent en détail, d'autres en gros. Je fais aussi la vente en ligne. Mais en même temps, je fais les ventes en ligne. C'est là que ça a clients. Grâce à ces foulards faits à la main, elle arrive à subvenir à ses besoins. Parfois, je confectionne sur commande. Là, je suis en train de préparer une commande de foulard pour des hôtesses qui sont en Casamance. J'essaie de m'en sortir au mieux. Je n'achète pas mes tissus en détail, mais en gros, c'est moins cher. Et maman m'a beaucoup soutenue. Un travail laborieux et exigeant malgré tout, l'artiste de l'attaché des foulards reste optimiste. C'est difficile. On nous met souvent la pression. Parfois, on me demande de libérer ma table pour des besoins de nettoyage ou de déguerpissement. Je prie un jour d'avoir ma place et embaucher des employés. Au moins, j'aurai apporté ma pierre à l'édifice. Sa passion pour son métier est palpable. Objectif, ouvrir un salon, la confection des foulards uniques et magnifiques, appréciés par ceux qui les portent. Aïssatou Kane, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.